Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On est en direct, on est en public à l'occasion de cette première journée de la SITL 2022. Les années passent, une Covid au milieu qui change un peu les règles, qui change un peu la donne. Toujours est-il que l'agilité, c'était quand même une des premières vertus des acteurs de la distribution. De nos jours, eh bien l'agilité, c'est plus qu'une condition de survie. Innover, être agile, repenser en permanence son modèle. On va en parler avec la crème de l'agilité. Agilité, pourquoi chaque acteur de la supply chain doit se saisir de cet enjeu crucial? C'est même écrit en anglais, why it's a crucial component for all players in the supply chain. Non, soyez rassurés, on va bien la faire en français avec mes deux invités. Bonjour Rémi et bienvenue sur le plateau de la SITL. Présentation, vous êtes le VP Sales West Europe d'Exotech. L'ai-je bien prononcé? C'est ça. Donc je dirige les équipes commerciales de Exotech pour l'Europe de l'Ouest. Alors Exotech, on est une solution de goods to person, une solution robotisée, donc de goods to person dans la logistique. On travaille essentiellement avec les acteurs de la distribution, que ce soit de la grande distribution ou de la distribution spécialisée. Et bien évidemment dans le monde du e-commerce, puisque c'est là qu'on est né. Notre premier client à l'époque, c'était Cdiscount. Et on est effectivement né dans cette distribution digitale, omnicanal. C'est vraiment le monde dans lequel on baigne, même si aussi on travaille avec des acteurs plus industriels également. Eh ben merci. Alors mes cheveux blancs me permettent sur ce salon depuis une quinzaine d'années de remettre les trophées de l'innovation. Moi, je me souviens, je n'ose même pas dire l'année, c'est pas si loin que ça. J'ai eu la chance de remettre le trophée de l'innovation à une toute petite boîte qui s'appelait Exotech il y a quelques années. C'était des tout petits bébés. Et franchement, bravo pour le chemin parcouru, des licornes, des boîtes emblématiques dans notre métier. On n'en a pas beaucoup. On est hyper fiers de votre parcours et on vous dit continuez longtemps. Alors on pourrait évidemment laisser Exotech parler d'agilité. On dirait mais ouais, ils vendent de la tech. Non, non. Là, vous avez invité à vos côtés Elias Mechri, bonjour. Vous êtes tous les jours en train de parler d'agilité. Et quand on s'appelle Carrefour et qu'on est un site pilote un peu emblématique de cette agilité, je pense que c'est pas un vain mot. Vous dormez bien le soir, tout le temps, Elias? On essaye de bien dormir. Après, on est bien accompagné quand même par des équipes Exotech qui nous ont fourni donc notre technologie de système Goose to Man et qui sont aussi présents donc au jour le jour dans notre activité de par la maintenance Exotech qui est aussi disponible sur site chez nous. Donc ça se passe plutôt bien. Bien que parfois on se fait des petites frayeurs. Ah ben j'imagine. Alors je parlais pas de l'Exotech, je parlais du quotidien évidemment de la grande distrie. Alors on va en parler, on a une série de questions. J'en ai une heureusement parce que sinon vous allez dire il va pas se fatiguer l'animateur. En plus c'est Victor qui les a préparées, j'ai même pas bossé. Vous aussi vous posez les questions, on a des hôtesses, il n'y a pas d'hôtesse, moi je porterai le micro, voilà elles sont là, elles sont actives en plus. Donc vous n'hésitez pas, une question, une réaction, un souhait, un agacement, on est là pour échanger, on est entre amis et on a un peu moins d'une heure pour ça maintenant. Alors on attaque le sujet direct. Question 1, le contexte économique actuel est marqué par l'incertitude. Alors on va pas, c'est un peu la séance anxiogène. Le Covid, la géopolitique, c'est pas super drôle effectivement. Clairement, est-ce que cela a des implications concrètes sur la gestion de la supply chain? Et messieurs les experts, lesquels? Donc, je vais commencer par répondre. Donc, très rapidement, chez Carrefour, on avait plusieurs entrepôts dédiés à l'e-commerce et on avait des systèmes mécanisés et robotisés. Donc, qu'on avait déjà avant cette crise Covid, on venait de les acheter. Voilà, on était en phase d'installation et le Covid est arrivé dans tout ça. Et du coup, là où les chefs de projet, les responsables de projet, on s'était dit, on a plusieurs mois pour monter en performance et accompagner le ramp-up de ces entrepôts et de ces installations. Et le Covid est venu, du coup, énormément de besoins en e-commerce alimentaire, que ce soit du drive ou de la livraison à domicile. Et là où on imaginait avoir des ramp-up de 6-8 mois sur nos installations, en 2 à 3 mois, il a fallu être très rapidement performant donc pour répondre à ce besoin dû à la crise sanitaire du Covid. Ouais. Donc une nécessité absolue de réaction. Voilà, j'allais passer par la Rémi, mais il s'est précipité, ça ne m'étonne guère. Rémi. Non, c'est juste que effectivement tout ce qui est touche autour de l'agilité, de la rapidité, c'est au cœur même de la manière dont on conçoit nos solutions chez Exotech. Alors Exotech, c'était peut-être une petite entreprise quand vous l'aviez connue il y a quelques années, mais on est quand même devenu un petit peu plus grand aujourd'hui. Mais malgré tout, je dirais que les clients avec lesquels on travaille,
ils vivent tous ce que vous décriviez tout à l'heure, le contexte économique, le contexte géopolitique. Et aujourd'hui, je dirais que tous nos clients nous posent, je pense, nous posent 4 grandes questions en général. Il y en a une qui est liée à la vitesse. Je pense que c'est une des clés dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est terminé un tout petit peu le temps où on pouvait se donner plusieurs années pour déployer des solutions automatisées, etc. Donc là, il faut être extrêmement rapide. Je pense que ça, c'est un des facteurs clés dans le monde de la logistique aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la flexibilité. La flexibilité, je pense que là aussi, tous les clients avec qui on parle, que ce soit Carrefour ou que ce soit d'autres, la problématique, c'est pas de savoir quel sera leur volume dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Il leur faut une solution qui soit capable de les accompagner. Il leur faut à la fois un mix de performance et un mix de flexibilité. Il faut une solution qui les aide en termes de performance logistique, mais il faut que cette solution elle soit capable de les accompagner dans le temps. Et il faut que cette solution elle soit agile. Agile au sens où quand on travaille avec des acteurs de la distribution, ils sont tous plus ou moins aujourd'hui omnicanaux. Je veux dire, le Covid a malheureusement fait le tri un petit peu entre les distributeurs qui étaient uniquement des distributeurs brick and mortar et les distributeurs véritablement omnicanaux. Donc être capable de gérer un mix fluctuant entre des commandes clients B2C et des commandes magasins en B2B, il faut être capable de les traiter de manière relativement indifférenciée. Et je dirais qu'au final, tout ça, ça doit être mis au service de l'expérience client. Parce que je pense que la clé aujourd'hui, c'est que on vit dans un monde qui est certes extrêmement fluctuant, mais qui est plus compétitif qu'il ne l'a jamais été. Et cette compétition, aujourd'hui, le seul moyen de la gagner, de se démarquer, c'est de se différencier. Et lorsqu'on parle supply chain, lorsqu'on parle logistique, c'est de faire en sorte que ma logistique soit un élément clé dans le monde de la différenciation, dans ma capacité à générer cette expérience client, à ce que quand je reçois un colis de Carrefour, que je reçois un colis de quelle que soit l'enseigne, le client soit capable de retrouver un petit peu cette expérience de la marque. Donc je pense qu'après on le développera un petit peu, mais véritablement je trouve que c'est ça aujourd'hui les enjeux clés de aller vite, je résume. Aller vite, être flexible, être agile, expérience client, ces mots-clés, ça vous parle également? Exactement, c'est exactement ça. Très bien, au moins là on a la sobriété de la réponse. Donc du coup, on va se retourner un peu, on va approfondir l'expérience de Carrefour. Par définition, cette activité elle est soumise à de fortes saisonnalités. Comment vous faites pour innover, pour rester agile? Et évidemment, c'est le stress de tout logisticien pour vous adapter à ces pics d'activité qui sont parfois énormes. Alors, c'est exactement ça. Chez Carrefour et dans toutes les enseignes de distribution, en fait, on a de la saisonnalité hebdomadaire. Le client va beaucoup plus commander des vendredis et des samedis plutôt qu'en début de semaine. De la saisonnalité mensuelle. En début de mois, on fait beaucoup plus de commandes qu'en fin de mois. Et l'entrepôt du Plessis-Pathé est un entrepôt qui est basé en Ile-de-France. Et du coup, juillet et août sont des mois où l'Ile-de-France est déserte. Et du coup, on a très peu de commandes. Là où septembre, tout le monde revient, on a énormément de commandes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez Carrefour, on se dimensionne toujours par rapport à notre pic. Et on se dimensionne toujours pour être au-dessus de notre pic. Pourquoi ? Parce que si je me dimensionne en dessous de mon pic d'activité, il y a un moment où le client il va vouloir commander et c'est moi, entrepôt préparateur, qui va lui dire « je suis désolé, je ne peux pas te délivrer cette commande ». Donc ça, on ne veut pas être dans cette situation chez Carrefour. Donc constamment, on revoit nos installs, on revoit nos entrepôts pour être dimensionnés au-dessus de notre pic d'activité. D'où l'intérêt d'avoir des systèmes agiles comme la solution Exotech qui nous permet d'aller chercher une capacité de site plus grande. Je m'explique. Aujourd'hui, l'entrepôt du Plessis-Pathé, c'est 230 robots qui tournent sur des systèmes frais et secs qui nous donnent une capacité de production de 200 000 US par jour. Demain, on le sait, on va demander à ce même entrepôt d'aller chercher plus que 200 000 US. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'ai cette agilité dans la solution que j'utilise qui va me permettre d'aller chercher 300, 400 000 US jour. Et du coup, l'une des solutions, c'est aller acheter ou louer plus de robots, les mettre dans mon installation pour aller augmenter mes capacités de production. En tout cas, pour gérer cette saisonnalité, la règle chez nous, c'est toujours la même chose, c'est le client. Et du coup, il faut constamment qu'on ait des capacités de production qui sont supérieures à la demande de nos clients pour ne jamais les léser.
une forte tuyauterie, si je puis dire, et de la location. C'est un peu ça la règle du succès, Rémi. Alors, la location, c'est une des réponses. D'accord, c'est la possibilité de réagir lorsqu'on a des clients. C'est un petit peu moins marqué dans l'activité, dans le cadre de l'activité de Carrefour. Mais on a des clients qui ont une très très forte saisonnalité. Hein, je pense à des périodes de Black Friday, des choses comme ça. Où bien évidemment, on doit être capable d'ajuster la capacité de l'installation en fonction de cette hausse d'activité qui est sur un mois de l'année. Donc on ne va pas demander à nos clients de se dimensionner pour traiter un pic qui va être un pic de un mois dans l'année et pendant les 11 autres mois de cette même année, d'avoir la moitié des robots qui seraient à l'arrêt. Donc dans ce cas-là, l'idée de la location est quelque chose qui marche très très bien. Mais je dirais que dans le cas d'un Carrefour, le premier des éléments en fait, pour traiter ces différents flux d'activité, c'est déjà effectivement de la capacité du système et des systèmes robotisés qu'on leur met à disposition. Mais c'est aussi d'avoir un système qui est extrêmement fiable. La fiabilité du système, c'est un élément qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, le système que vous voyez qui fonctionne juste à côté de nous, là, c'est un système qui est totalement indépendant, où chaque robot fonctionne de manière totalement indépendante, ce qui en fait un système extrêmement résilient, dans le sens où si j'ai un robot qui tombe en panne pour X ou Y raison, c'est un robot parmi les 230 qui tournent chez Carrefour qui vont être mis à l'arrêt. Donc c'est dans les faits imperceptible. Donc la résilience de la solution, c'est déjà un élément important pour être capable de passer des pics d'activité. Et puis effectivement, l'autre point, c'est lorsque j'ai des pics un petit peu plus importants, je suis capable de déployer des robots de manière extrêmement agile. Déployer un robot, et Carrefour en a fait l'expérience, c'est tous les robots étant standardisés. Le robot qui est chez Carrefour, c'est exactement le même qui est chez Decathlon, chez Monoprix, etc., etc. Un schéma logistique est complètement très cloné simple. Instantanément, quoi. Donc du coup, lorsque je livre un robot chez mon client, il est utilisable en quelques minutes. Donc il n'y a pas particulièrement d'effort en termes de configuration, en termes de coût de déploiement, etc. Donc la location est véritablement un système qui fonctionne très très bien et qui permet effectivement à répondre à des moments d'activité plus importants. Sur cette gestion, une anecdote peut-être, quelque chose peut-être par rapport à votre quotidien qui illustrerait cette fluidité, cette opportunité de louer, oui. Oui, bien sûr. Donc, comme on le disait, sur le Plessis 230 robots, donc on est vraiment, quand on parle du système Skypod Exotech, en fait, moi je le vois vraiment comme un ensemble de sous-systèmes qui sont complètement indépendants les uns des autres. Je m'explique, j'ai une install sec et une install frais au Plessis. L'install sec, c'est 150 robots. J'ai un robot qui est en panne, ça arrive comme toute chose. Mon robot est en panne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le retirer de mon installation. Donc dans tous les systèmes Exotech, il y a une petite porte, ils ont appelé ça la Skygate. Donc le robot va sortir par cette porte. Du coup, il ne va plus gêner le flux pour les 149 robots qui restent. Et alors, je vais tourner à 149 robots. Et ça va être complètement transparent pour mon activité. Là où on compare par rapport à d'autres systèmes où par exemple tous les bacs vont traverser la même transitique, et ben demain cette transitique par laquelle passent tous les bacs tombe en panne, et ben mon système est HS. Donc c'est vraiment là l'agilité au quotidien d'Exotech, c'est de se dire que si j'ai des robots en panne, c'est pas grave. Je les sors du système, je fais des actions de maintenance, je les remets dans le système. Donc ça, c'est pour la gestion des pannes. Et ensuite, sur le fait qu'on puisse déplacer des robots d'un endroit à un autre, on a pu le faire chez Carrefour dans des plus petites installs, parce qu'on a aussi des installs à l'intérieur de nos magasins, où à un moment, on avait plus de volume dans un magasin que dans un autre. Donc on a pris des robots d'un magasin, on les a transférés, on les a mis dans le second magasin, on a juste eu à les allumer, ils reconnaissent leur réseau Wi-Fi. Du coup, ils reconnaissent la map sur laquelle ils vont évoluer et directement, ils s'injectent dans le flux et puis ils vont bosser avec leurs autres robots qui étaient déjà dans l'install. Une preuve qu'il n'y a pas que dans le foot, il y a du mercato, hein, c'est aussi pour les robots. Sauf qu'ils ont tous le même niveau de jeu, si j'ai bien compris la différence. Toujours au rayon peut-être des anecdotes qui illustrent un petit peu cette fluidité, peut-être des retours d'expérience clients ou autres qui sont assez emblématiques. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Enfin... Mais ne serait-ce qu'il y a un retour d'expérience qui est assez intéressant avec ce qu'on a fait chez Carrefour, parce que chez Carrefour, on a déployé quand même plusieurs entrepôts. L'entrepôt du Plessis-Pâté qui est un entrepôt déjà assez important, et puis après plutôt d'autres entrepôts qu'on pourrait qualifier de micro-fulfillment center en fait, et la rapidité avec laquelle on est capable de le faire. Je pense que
c'est aussi un élément qui répond un petit peu à cette logique qu'on avait en début de discussion. Je crois qu'on a réussi à déployer un système avec une petite vingtaine de robots, moins de 10 000 positions de rack en l'espace de 2 mois. Donc c'est des éléments aussi qui sont extrêmement importants en termes de capacité à répondre à ce besoin urgent. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on a su faire avec Carrefour, qui nous a quand même pas mal challengé. C'est exactement ça en fait. Donc les premiers systèmes qu'on a déployés, donc on était vraiment les premiers à acheter des grosses installations chez Exotech, donc ça a pris un peu de temps. Par contre, le dernier système qu'on a déployé, c'était pour le magasin de Reims. Et entre le moment où Exotech sont arrivés donc sur le site et le moment où l'install a commencé à tourner, il s'est écoulé uniquement 6 semaines. Donc en fait, nous, on avait préparé la dalle, parce que les systèmes Exotech, vu qu'ils évoluent au sol, il faut quand même que la dalle elle ait un certain niveau de planéité. Mais du coup, on leur a mis à dispo cette dalle qui était complètement plane. 6 semaines plus tard, on avait un petit système, une vingtaine de robots, qui tournaient sur Reims. Ouais, effectivement, les chiffres sont éloquents. Ah bon, alors, je vais jouer, là c'est la séquence, je suis devenu un expert. Alors, on vit dans un monde VUCA, tout le monde sait ce que c'est que le VUCA, voilà. Je vous le donne pour ceux qui se seraient peut-être déjà endormis. Volatile, incertain, complexe, ambigu. Donc la gestion en temps réel et la supply chain devient un enjeu clé. On en a un petit peu parlé, mais là on va peut-être soulever le capot, vraiment proprement parler. Comment concrètement vous procédez? Et puis allez, on est entre amis, ça ne sortira pas de cette salle, même j'imagine que pas de concurrents. Mais allez, quelles bonnes pratiques pouvez-vous un petit peu partager pour tous ceux qui se posent des questions, qui ont envie de basculer à des chaînes intelligentes et robotisées? Allez, qui commence? Alors moi je peux répondre déjà en Allez, partie. Elias, allons-y, ouais. Déjà les solutions Exotech, donc quand on voit un robot, il y a toute une partie de mécanisation. Une partie automate, mais il y a une grande partie de l'intelligence d'Exotech qui est derrière sur de la partie logicielle. On est presque à 70% chez Exotech aujourd'hui une entreprise de software plus qu'une entreprise de hardware. Et je dirais que un de ces éléments particulièrement importants dans ce monde-là de VUCA, donc on a parlé pas mal de flexibilité, et on parle également un petit peu de tout ce qui est évolution, amélioration continue, donc la capacité à répondre aux besoins de nos clients, elle est extrêmement évolutive. Un Carrefour, lorsqu'il commence à travailler avec la solution Exotech, il en obtient une certaine performance. Je pense qu'on a réussi aussi, en faisant évoluer notre solution logicielle derrière, à les accompagner également en termes de performance. C'est ce que disait un petit peu Elias tout à l'heure sur cette capacité justement à prendre de plus en plus de volume au sein de l'application, enfin de leur outil logistique. Ça fait partie effectivement donc dans ce monde de la volatilité. Je pense qu'on a pas mal parlé de flexibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne design plus de solutions qui soient des solutions designées pour traiter des volumes de dans 5 ans ou dans 10 ans. On est capable d'accompagner nos clients à travers le temps. Et lorsque vous voyez un système comme si, on est capable effectivement soit de les accompagner en ajoutant des robots, ça c'est la chose relativement simple, en faisant de la location, mais également en agrandissant les systèmes de rack sans perturber la production. Un rack Exotech, un système Exotech est un système qui est totalement passif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune électrification à l'intérieur, toute l'intelligence elle est véritablement dans le robot, dans le logiciel. Et donc pour agrandir cette solution en fonction des besoins du client, on est capable de le faire tout en maintenant le même niveau de service sur la production. Donc ça fait aussi partie, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, chaque solution qu'on conçoit aujourd'hui, on la conçoit avec cette idée-là en tête, qu'on doit devoir construire des solutions pour maintenant et être capable d'accompagner nos clients dans la durée. L'intelligence dans le robot étant interchangeable, démultipliable, louable, etc. On voit bien, ça c'est une bonne pratique, ça serait peut-être la règle numéro 1 pour l'agilité. On conçoit des solutions qui sont des solutions standards. Et vraiment, ça c'est un des leitmotifs chez Exotech, c'est que toutes les briques qui vont constituer nos solutions sont des briques standards. C'est ce qui permet aussi cette rapidité de déploiement dont on a parlé tout à l'heure. C'est ce qui permet aussi cette agilité, cette flexibilité de la solution. Ajouter des stations de picking, c'est très simple parce que finalement, toutes les stations sont identiques les unes aux autres. Donc venir se plugger là-dessus, ça se fait un petit peu comme sur un modèle de Lego.
dans lequel on va venir rajouter des différentes composantes. Et c'est ce qui permet effectivement d'avoir cette agilité, cette rapidité de déploiement et cette robustesse aussi. C'est-à-dire que quand on livre une solution à un client, on ne va pas passer par des mois et des mois de tests, d'accord ? Ce sont des solutions qui auront été productisées, c'est-à-dire véritablement testées en usine. Et lorsqu'on les déploie chez nos clients, on fait de l'assemblage de solutions qui sont déjà validées. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à aussi des temps aussi courts de ce qu'on parlait tout à l'heure. Alors le cas du Micro Fulfillment Center de Reims, c'est un cas un petit peu extrême. Mais malgré tout, on arrive à des temps extrêmement réduits parce qu'on a des solutions qui sont extrêmement standards. C'est très clair. Alors on est toujours au rayon bonne pratique, retour d'expérience et idées qui marchent. Ça marche. Donc Elias. tout à l'heure, on parlait d'un monde qui est volatile et c'est vrai, aujourd'hui, quand on achète une installation, eh ben, il faut se poser des questions sur dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle sera l'installation. Et l'avantage de ce système, hein, nous on a pu le tester vraiment sur plusieurs briques, c'est qu'on sent que c'est une solution qui est évolutive. Quand on a une idée, quand on a quelque chose qu'on veut changer sur leur software, bien qu'il soit standard, on est écouté. L'un des exemples qui me vient directement en tête, quand on avait les premières installations Exotec, eh ben, le robot restait en station. Une fois que j'ai piqué un article, le robot reste en station. Donc nos chefs de projet ont eu une idée, c'est de se dire bah, c'est un pic simple. Donc quand je pique l'article, eh ben, pourquoi mon robot reste ici? Il peut directement repartir dans le flux et aller travailler avec les autres robots. Et du coup, Exotec nous ont écoutés, ils ont mis à jour leur software et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a un système qui s'appelle l'Early Departure qui fait que lorsque j'ai une prise simple d'article, lorsque je scanne du coup mon article, le robot part directement. Du coup, je gagne du temps de cycle. Donc voilà, ils savent modifier leur software en fonction donc, de nos besoins, mais ils savent aussi accompagner l'évolution de la partie hard, comme l'a dit Rémi, par simplement le fait de visser des racks au sol, mettre plus de robots et du coup accroître cette capacité de production. Merci beaucoup sur cette partie VUCA. On a fait le tour d'autres éléments. On a dit pas mal de choses, hein. N'hésitez pas, vos questions, vos réactions, vos remarques, vos partages d'expérience également sont les bienvenus, hein. On peut en reparler également. Voilà, donc problématique de vagues de gestion de commandes, ça on en a un petit peu parlé. Cut-off, simplicité de standardisation des solutions, ça on en a beaucoup parlé. On a à peu près tout dit sur le... Rémi veut peut-être préciser quelque chose. Alors sur la problématique de gestion de vagues, effectivement, enfin, je ne sais pas si après on en parle ou pas, mais ça fait partie des sujets effectivement qui sont assez importants dans le monde actuel, puisque, et c'est le cas véritablement, ça concerne particulièrement l'activité de Carrefour, dans le monde de la distribution alimentaire. On parlait il y a quelques années dans le monde de la distribution omnicanal, de same day ou next day delivery. On parle aujourd'hui dans la distribution alimentaire de livraison en moins de 2 heures sur des temps extrêmement courts. Ça fait partie, effectivement, ça c'est très, très prégnant dans le monde de la distribution alimentaire. Et aujourd'hui, donc, les anciens systèmes, un petit peu dans le monde de la logistique, des WMS, c'était des choses qui tournaient par vagues. On cherchait à optimiser la préparation dans l'entrepôt en regroupant des commandes pour être capable d'optimiser ensuite mes chemins de préparation. Notre mode de fonctionnement chez Exotec, là-dessus, il prend exactement le contre-pied un petit peu de cette approche-là. On est aujourd'hui, c'est la priorité véritablement des commandes clients en fonction des urgences, en fonction d'un temps de cut-off. Donc si vous avez fait une promesse client pour livrer en moins de 2 heures, cette commande elle va être considérée comme particulièrement urgente. Et c'est ça qui va être transmis en premier pour l'exécution par le robot. Donc on est sur des systèmes qui sont totalement sans vague. Ça veut dire que c'est uniquement en fonction de l'importance, de la priorité de telle ou telle commande que va être en fait enchaîné les besoins, les missions qui vont être transmises au robot. Et c'est toute l'intelligence du logiciel d'Exotec qui va piloter des flottes de plus de 200 robots parfois pour être capable donc de justement aller traiter en priorité les commandes les plus urgentes à préparer en fonction de la promesse client. Très bien. Alors, autre enjeu qui évidemment évoque plein de choses au Supply Chain Manager, c'est la problématique des RH. Et si je devais faire le petit test habituel, qui d'entre vous, on va le faire, tiens, c'est aussi pour voir toujours pareil à 7h06, ceux qui dorment vraiment, il n'y en a pas beaucoup, c'est bien. Qui dans son entreprise a globalement des problèmes de RH? Si vous voulez bien avoir la gentillesse de lever la main, de recrutement, d'équipe, etc.
Il n'y en a que 2. Ah bah, on a de la chance ici. C'est vrai ce mensonge. Allez, je la refais pour voir s'il y en a qui dorment. Qui dans son entreprise a des problèmes de RH? Si vous voulez bien avoir la gentillesse de lever la main. Voilà, il n'y a que ceux du premier rang. Au dernier rang, non, c'est pas bon. Tout va bien. Je suis ravi de vous annoncer que la supply chain n'a pas de problème de recrutement. On en parle sérieusement. Donc, toutes ces problématiques, elles révèlent l'importance de s'appuyer sur des équipes solides, formées, réactives. Dans le contexte RH actuel, on fait comment, messieurs les experts? Pour les 6 qui ont des problèmes de RH, pour les 70 autres qui n'en ont pas, on va aller vite sur la réponse. Ça roule. Du coup, je vais répondre uniquement pour les 6. Donc, il faut savoir que l'entrepôt du Plessis-Pâté, pour ceux qui voient où est le Plessis-Pâté, dans un rayon de 5 km, on a le plus gros entrepôt Amazon de France. On a Ocado, on a des énormes plateformes UPS, donc très compliqué. La main-d'œuvre, très compliquée, c'est un vrai sujet. Du coup, on se doit, donc moi je me dois, en tant que directeur de cet entrepôt, d'offrir les meilleures conditions possibles à nos opérateurs. Donc là, je vois dans la salle, je reconnais des visages, il y en a qui sont déjà venus visiter le Plessis. Ce qui choque la première fois quand on arrive dans l'entrepôt du Plessis, c'est le silence. Pourquoi le silence? Tout simplement parce que les installations Exotech, il y en a une juste à côté, ne fonctionnent uniquement sur de l'électrique. C'est soit ça va au sol, donc via des roues, soit ça monte en hauteur, et là, ça fait un peu de bruit. Je fais un peu un parallèle avec nos autres installations, un peu plus traditionnelles, de type multi-shuttle. Donc, vous le savez tous, c'est des tables de transfert, du pneumatique. Donc là, quand on vient relâcher la pression d'un système pneumatique, on sait tous le bruit que ça fait. Et du coup, ce silence est très apprécié par nos opérateurs. Autre chose, l'ergonomie en poste. Donc le système Exotech et surtout les OM, donc les order movers d'Exotech, on les a, enfin c'est pas nous qui les avons conçus, mais on a quand même donné un certain cahier des charges à Exotech. Pour le site du Plessis-Pâté, quand le robot se présente à l'opérateur, le robot ne se présente pas avec un bac plat. Il se présente avec un certain angle qui fait que c'est beaucoup plus facile d'aller piocher des articles à l'intérieur de ce bac. Pareil sur les bacs de commande, donc on va venir remplir, ils ne sont pas plats. Ils ont un certain angle qui fait que c'est beaucoup plus simple pour l'opérateur de déposer ces articles dans ces bacs. Et c'est toutes donc, ces petites actions qu'on mène pour améliorer de l'ergonomie au poste, pour améliorer les conditions de travail de nos opérateurs, qui font qu'on arrive à garder nos opérateurs. Sinon, aujourd'hui, le monde de la logistique, on a tellement de besoins en logistique qu'en fait, un opérateur, il a sur son CV Amazon, Cdiscount et Carrefour, il va travailler où il veut dans le monde de la logistique. Du coup, c'est hyper important d'apporter à nos opérateurs les conditions de travail les plus favorables possibles dans l'exécution de leur métier. Eh bien, merci. Sur les RH, on a tout dit, Rémi? Non. Je pense que dans le monde de la logistique aujourd'hui, on est un monde qui est particulièrement soumis à ces problématiques du travail. À la fois parce qu'on est dans des métiers où on travaille bien souvent, où on a un besoin de plus en plus de travailler en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on est confronté au travail de nuit, on est confronté au travail du week-end. Ce sont des moments, c'est jamais facile, je pense, que pour recruter des gens, pour travailler la nuit, pour travailler le week-end, c'est toujours assez compliqué. On est dans des métiers avec une pénibilité parfois assez forte. Donc c'est pas facile d'être attractif aujourd'hui sur ces métiers-là. Et encore une fois, on a plutôt tendance dans le monde de la distribution aujourd'hui à réduire les surfaces et les nombres de magasins avec le développement du digital. Donc on construit des entrepôts et on développe des entrepôts et on est plutôt en du 24-24, 7 jours sur 7. Donc ce shift-là aujourd'hui, il crée un vrai problème RH qui n'est pas simple à résoudre. Ouais, c'est le paradoxe. Il faut que ça soit centré sur l'humain et que ça soit innovant, etc. Donc, et robotisé. Exactement. Alors, sur la robotisation, c'est quelque part un petit peu une des valeurs ajoutées aussi de la robotisation. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est de remplacer ou du moins d'apporter une solution pour les activités qui sont, encore une fois, les plus pénibles et sans doute celles avec un petit peu moins de valeur ajoutée. C'est-à-dire que faire des kilomètres dans un entrepôt pour porter des produits parfois très volumineux, c'est des choses qu'on peut assez facilement remplacer par un robot. Par contre, je pense que la valeur ajoutée de la supply, elle est encore une fois dans la différenciation, dans l'expérience client et d'essayer de fournir des services qui vont vous permettre de fidéliser cette clientèle. C'est-à-dire c'est bien souvent plus, ça se traduit dans le monde du e-commerce par les opérations d'emballage,
parce que c'est là que vous allez potentiellement apporter des services à valeur ajoutée, que vous allez apporter une expérience de la marque qui sera sans doute un petit peu différente. Donc, quelque part, je pense que certes, on essaye, on a forcément une vocation un petit peu à remplacer une partie de l'activité humaine, mais c'est sur celle qui est particulièrement pénible, celle qui a faible valeur ajoutée, et pour concentrer un petit peu ses actifs sur les activités qui vont véritablement vous permettre de vous différencier. Même question, l'humain, la machine, le contexte difficile en termes de RH. Alors souvent quand on vient au Plessis, on se dit énormément de robots, ils ont remplacé les opérateurs par les robots, c'est pas bien, c'est mal, pas du tout. Le site du Plessis, avant d'être une PPC, donc plateforme de préparation de commandes d'e-commerce, c'était un entrepôt B2B. Et du coup, depuis qu'on est passé PPC robotisé, en fait, on a plus que doublé les effectifs au Plessis Pâté. Et on a réussi à doubler nos effectifs parce qu'on a réussi à accroître nos capacités de production. Tout à l'heure, on parlait de 200 000 articles par jour. Ben voilà, pour produire 200 000 articles par jour, eh ben, il faut aussi des personnes. Et moi, j'y crois pas à l'entrepôt 100% robotisé où il n'y a aucune personne à l'intérieur. On aura toujours besoin de l'humain. Typiquement sur nos activités, hein, on produit donc des commandes e-commerce alimentaires, il y a des fruits et légumes. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu, la machine qui sait préparer un beau sac de fruits et légumes. La machine qui sait sélectionner un fruit qui est assez mûr pour le donner à nos clients. Ou bien la machine qui se dit ce fruit est maintenant trop mûr, je ne peux plus le donner à mon client. Donc le remplacement de l'humain par la machine, j'y crois moins. Par contre, quelque chose auquel je crois, et c'est une certitude pour moi, c'est le fait de se dire que toute cette robotisation doit être un outil qui doit aider les personnes qui sont dans l'entrepôt. Donc le système Exotech, moi, quand je l'explique à mes opérateurs, c'est rien de plus qu'un système qui rapporte l'emplacement du produit auquel avant on se serait déplacé jusqu'à l'opérateur. En fait, l'opérateur ne marche plus, c'est les articles qui viennent jusqu'à lui et je le garde là où il a de la valeur ajoutée, c'est quand il constitue des beaux sacs, des sacs qui sont présentables pour nos clients. J'ajouterais peut-être juste un point, Elias, c'est sur la partie rapidité de formation, de prise en main par les opérateurs. Parce qu'effectivement, donc, il y a une composante de recrutement qui est encore une fois pas simple. Mais encore faut-il qu'une fois, lorsqu'on a recruté ces personnes-là, qu'elles soient opérationnelles relativement rapidement. Donc les problèmes de formation sont des problèmes toujours assez compliqués à gérer dans une activité, lorsqu'on a pas mal d'intérim, etc. Aujourd'hui, je pense que par rapport à un temps de formation sur une préparation de commande pour un nouvel opérateur chez vous, à Carrefour, je pense que c'est quelque chose qui doit se réaliser en une dizaine, quinzaine de minutes. Ça fait aussi partie en fait de la force de la solution, qui est sa simplicité de prise en main. C'est exactement ça. Pour ceux qui regardent les vidéos qui sont en haut, ils ont peut-être vu comment on prépare au Plessis Pâté. Donc c'est assez simple en fait. Le robot arrive jusqu'à l'opérateur. L'opérateur saisit l'article, il scanne le code barre. J'ai un système de put to light qui va venir s'allumer pour me dire dans quel bac commande je dois déposer cet article. Et une fois que j'ai déposé l'article, j'appuie sur le bouton et j'ai un nouveau robot qui arrive avec un nouvel article. Le temps de formation, il est inférieur à 15 minutes en fait. Là, je viens de vous expliquer comment ça fonctionne. Si on avait une station ici, bah, vous vous mettrez à cette station et vous aurez réussi à préparer une commande. Parce que c'est aussi simple que ça. Lorsque c'est le dernier article de cette commande et donc de ce bac, eh ben, je pose ce dernier article, j'appuie sur le bouton comme d'habitude pour valider le fait que j'ai posé cet article. Et en automatique, mon bac va partir et va être remplacé par un nouveau bac. Donc je n'ai pas besoin d'apprendre mon circuit de picking, je n'ai pas besoin d'apprendre tous ces petits tricks où je me dis, bon bah allez, là je saute cette allée parce que ça va plus vite pour aller à la seconde allée. Non, je reste sur mon poste, les articles viennent jusqu'à moi, je scanne les articles, je les dépose dans le bon bac et ensuite je valide la dépose. 3 actions, aussi simples que ça. Et si on arrive à faire ces 3 actions, bah en fait on arrive à préparer des commandes e-commerce alimentaire sur le site du Plessis.
Merci déjà pour tous ces éléments. Alors, on va passer une séquence chiffrée. Alors, je ne sais pas si Elias va pouvoir donner quelques chiffres stratégiques. Je pose quand même la question, quels résultats pouvez-vous partager des technologies déployées et plus particulièrement la solution, évidemment, Exotech, qui sert à l'efficacité des entrepôts? Est-ce que vous avez des chiffres également? Rémi en aura peut-être également. On peut vous communiquer des chiffres, hein, donc vous imaginez, ça ne va pas être des chiffres financiers, mais le premier chiffre, c'est celui que je vous ai donné, c'est notre capacité. Donc 4000 commandes par jour, 200 000 US sortis en moins de 24 heures, c'est une belle performance pour un entrepôt e-commerce. Le second chiffre, c'est notre fiabilité de préparation. Donc on est supérieur à 99% de fiabilité de préparation en pic. Et ça, notamment, on le doit au système Exotech, parce que lorsque je fais de la réception manuelle, je prends des articles, bien sûr, je peux les poser sur l'étagère d'à côté, parce que je suis un humain, je peux me tromper. Lorsque je réceptionne via un système Exotech, je prends l'article, je le scanne avant de le mettre dans le bac. Du coup, je dis au système qu'est-ce que je vais mettre dans le bac. Une fois qu'il est mis dans le bac, je valide sur mon écran et c'est mon robot qui va venir le stocker. Donc, un exemple, je réceptionne des princes granola, je mets mes princes granola dans un bac. Le robot va aller mettre ses princes granola en stock. Quand je suis en préparation et que j'ai besoin de préparer des princes granola, eh ben, je suis sûr que c'est cette référence qui va arriver jusqu'à l'opérateur. À l'inverse, une personne qui a fait de la réception manuelle, il dit qu'il a réceptionné sur l'emplacement A, sauf que eh ben, physiquement, il a réceptionné sur l'emplacement B. La personne d'après, quand elle va venir préparer, elle va se mettre devant l'emplacement 1, elle va se dire cet emplacement est vide. Et du coup, je perds en fiabilité de préparation. Merci pour ces éléments chiffrés. On a tout dit sur les chiffres. Je pense qu'ils sont assez parlants, Rémi. L'heure tourne. Hein. Surtout si vous avez des questions. On n'est pas à la fin. Vous faites signe. Si vous voulez des précisions, des éléments, vraiment, vous faites signe et les équipes et moi-même viendrons vous donner le micro. Alors, plein d'évolutions. Est-ce qu'il y a des nouveaux chantiers, des gros chantiers vous allez adresser pour gagner toujours en performance, en agilité? Alors, déjà, nous, chez Exotech, je dirais notre ADN chez Exotech, c'est effectivement la partie R&D. On est une entreprise d'innovation. Hein. On est là pour ça. On a véritablement ça au cœur de nos gènes. Une des dernières innovations que vous pouvez constater aujourd'hui sur notre stand juste à côté, c'est effectivement l'ajout d'un bras robotisé. C'est-à-dire que la station de picking qui était traditionnellement donc avec un opérateur, le robot venait à lui et l'opérateur donc prenait le produit et le déposait dans un bac de préparation. On peut aller jusqu'à automatiser, robotiser cette partie-là aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un sky picker. Donc ce qui permet là véritablement de travailler 24/24, 7 jours sur 7, sur une partie en tout cas des produits. Ça marche avec les granolas dont parlait Elias? Ça pourrait très bien marcher avec les granolas. Ça ne les écrase pas, on ne va pas avoir de la panelure granola, c'est promis. Hein. Alors en fait, le Sky Picker est un outil intelligent. Il y a un petit peu d'intelligence artificielle là-dedans. Il va apprendre et scorer en fait les produits en fonction de sa capacité à les prendre et à les gérer. Donc c'est un robot haptique, comme on dit. Si vous voulez. Et en fait, il va être capable de scorer les produits et de déterminer si tel ou tel produit va être sky-pickable. C'est horrible comme mot. Mais effectivement, c'est lui qui va déterminer si ce produit est éligible ou non à ce process-là. Ça fait partie des innovations. On continue à innover, bien entendu, là-dedans. Et aujourd'hui, je dirais aussi que Exotech, vous nous connaissez peut-être avec nos systèmes SkyPod, mais on est aussi de plus en plus un intégrateur de solutions robotiques globales. C'est-à-dire qu'on fournit des entrepôts qui sont des entrepôts entièrement robotisés. Depuis l'inbound, avec un système bien entendu SkyPod au milieu, jusqu'à toute la partie expédition. Mais on fournit des entrepôts robotisés à nos clients. C'est ça aussi un petit peu ce qu'on a, la vocation qu'on a chez Exotech aujourd'hui. Très bien, on avance, hein, on sera dans les temps, il n'y a aucun problème. Bon, on a parlé de bonnes, on a tout dit sur les nouveaux chantiers, les bons, Elias? Oui, c'est OK pour moi. Après, à vraiment beaucoup plus petite taille sur l'entrepôt du Plessis, donc quelques chantiers, comme je le disais, d'amélioration de notre système, d'intégration de nouveaux robots pour aller augmenter cette capacité de production. Donc on est en ce moment même en train de mener ces chantiers avec Exotech.
Eh bien, merci. Vous revenez quand vous voulez sur la tribune pour nous donner un petit peu des nouvelles toutes fraîches. Bon, on a parlé des bonnes pratiques. Vous nous avez donné quelques pistes. Maintenant, allez, on est dans la séquence préoccupation numéro 1. Quelle est, selon vous, la préoccupation numéro 1 pour les acteurs de la logistique aujourd'hui? Et quels conseils pratiques donneriez-vous immédiatement applicables? Et Rémi, il ne faut pas me faire ça tous les deux. Sinon, moi je peux répondre. Allons-y, Elias. Allez, parce que vous êtes vraiment sur le terrain. Pas de problème. Donc la priorité numéro 1 pour moi en tant que directeur d'entrepôt e-commerce Carrefour, mais je pense et j'espère pour tous les retailers et autres, ça doit être le client en fait. C'est le client. Pourquoi on investit dans des systèmes Exotech? Pour le client, pour en fait augmenter, comme je le disais tout à l'heure et je me répète, mais c'est hyper important, cette capacité de préparation, que jamais le client, quand il est à l'habitude de commander à 13h, qu'on lui dise « Ah bah non, c'est uniquement demain qu'on peut vous livrer, c'est pas aujourd'hui ». Parce qu'on a atteint les capacités maximum de préparation, donc ça, on ne le veut pas. L'offre, c'est stocker énormément de références différentes dans notre entrepôt et donc utiliser la hauteur pour stocker nos références. L'entrepôt du Plessis-Pâté propose 16 000 références sur site. Ensuite, le temps de préparation. Donc il faut savoir qu'entre le moment où l'un de nos clients commande, donc là où il clique, il dit OK, je commande, et le moment où sa commande part dans un camion, en fait, on a moins de 2 heures sur le Plessis-Pâté. Donc ça peut sembler long, 2 heures, hein, quand on se compare au quick commerce et autres. Mais comme je disais, 2 heures, préparer 16 000 références, des références de fruits et légumes, de surgelés, de frais, de secs, consolider la commande, la mettre dans le camion et l'expédier. C'est quand même un énorme challenge logistique. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, la fiabilité de préparation. Si le client a commandé 20 articles, eh ben on doit lui délivrer ces 20 articles. Et du coup, on a une fiabilité de préparation aujourd'hui sur nos systèmes qui sont supérieurs à 99%. Rémi? J'adhère entièrement à ce que dit Elias aujourd'hui. Je pense que si on avait posé la même question il y a une dizaine d'années de ça, la logistique, c'était amener un produit d'un point A à un point B au coût le plus faible possible. Et aujourd'hui, la logistique, c'est j'entends client, j'entends expérience client. C'est quand même une évolution assez majeure. Hein. Et je trouve que c'est clairement pour moi les enjeux effectivement de la logistique qui sont là aujourd'hui. C'est des solutions performantes, des solutions extrêmement agiles, mais qui doivent être dédiées, encore une fois, à améliorer mon expérience client. Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. C'est comment fidéliser mon client, comment répondre à ses attentes, de le faire de manière performante, rentable. Je pense que c'est la clé de la raison d'être de la logistique aujourd'hui. Ok, messieurs, il nous reste une question sur l'entrepôt du futur, un peu votre vision à terme. Mais je vais peut-être tout de suite, pour qu'on finisse bien dans les temps, avant ce dernier tour de table, vraiment me tourner. Alors là, formellement, hein, je vous regarde bien. Vraiment, n'hésitez pas, on a la chance d'avoir et un praticien et un expert sur ces chaînes robotisées. Mesdames et messieurs, y a-t-il des questions? La plus dure étant souvent la plus dure à poser, elle lance le débat. Ah, merci. Alors voilà, on vous amène le micro. Arnaud si vous Wolf. voulez bien vous lever, puis avoir, voilà, donc nous donner... vous êtes entre amis, apparemment. Alors Arnaud, si j'ai bien compris, si vous voulez bien poser votre question. Alors, moi j'ai une petite question en termes... Ah, allez, j'arrive. Ou alors, il faut vraiment parler super fort. Petit problème de pile sur celui-là. Allez, c'est pas grave, on va vous en trouver un autre. Non. Ah, ouais. Allez-y. Ouais, j'ai une petite question justement, c'est une question en termes de projet par rapport à votre site. Là, donc, ce que j'ai compris, 230 robots, 40 000 bacs, c'est ça? Exactement. Vous avez déployé votre projet en combien de temps? Alors, le projet complet, hein. D'accord. Le projet du Plessis-Pâté, et là je vais un peu parler pour Exotech, pour moi il n'est pas à prendre comme voilà, un standard. Quand Carrefour a commandé le projet du Plessis-Pâté à 230 robots, la plus grosse install d'Exotech, c'était 6 robots chez Exotech. Enfin, nous, on avait les cofondateurs le dimanche soir qui venaient faire des tests chez nous pour que ça tourne. Donc oui, ça a pris un petit moment. Ça a pris entre 6 et 8 mois pour commencer à avoir les performances, donc les performances qu'on nous a vendues sur le papier. Mais encore une fois, ce n'est pas un standard. 6 robots, 230 robots. Donc ça a pris beaucoup plus de temps. Je te laisserai répondre sur ces sujets. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps vous prenez,
Mais nous, on a pris un petit moment à atteindre la capacité vendue par Exotech. Mais c'est tout à fait normal parce qu'on prend quand même un pari. Quand ils nous montrent leur système, ces 6 robots, qu'on dit OK, on va en acheter 230, eh ben, on s'attend quand même à avoir ce moment, ce ramp-up qui allait prendre plus de temps que prévu. Alors depuis, on a fait une 50aine de projets à peu près chez Exotech, donc on a quand même un peu plus de retour d'expérience et on en a bénéficié encore. Un grand merci à Carrefour de nous avoir fait confiance à cette époque-là. Mais un projet de cette dimension-là aujourd'hui, je dirais que le standard d'un projet Exotech, ça va être entre 10-12 mois, d'accord, en fonction d'eux, pour un projet de cette dimension. Après, on peut être sur des projets des fois encore plus courts. Ça, c'était tout à l'heure sur des micro-fulfillment centers. On va être sur des choses extrêmement rapides. Et puis après, sur des projets qui sont... On peut être amené à faire des projets qui sont aussi encore plus gros que ce qu'on a fait là chez Carrefour. On en déploie de manière assez nombreuse aujourd'hui. Volontariste. Oui, enfin volontariste, oui, on l'espère. Mais effectivement, c'est plutôt cet ordre de grandeur-là. Ouais. Il nous reste 4 minutes environ. Une toute petite question, si c'est le cas, une réponse ultra rapide. Sinon, j'allais ma dernière pour conclure. Donc, je ne sais pas, une dernière tentative. On est bon dans les questions? Je suis passé une fois, mais j'aurais peut-être raté quelqu'un. Écoutez, on est bon, on est parfaitement dans les temps. Messieurs, en 1 minute 30 chacun, et pour conclure, quelle est votre vision de l'entrepôt du futur? Sera-t-il radicalement différent de celui d'aujourd'hui? La robotisation a-t-elle des limites? Et on voit bien le metaverse, il y a des tas de nouvelles tendances. Est-ce que vous avez, vous, une définition d'une nouvelle génération d'entrepôts? Et dernière petite question dans la question, à quelle échéance? C'est la séquence prospective pour conclure. Ok, donc je vais vous donner ma vision qui est une vision purement personnelle pour le coup. Ce n'est pas la vision de Carrefour, c'est vraiment la mienne en tant que petit directeur d'entrepôt du Plessis-Pâté. Donc pour moi, c'est un entrepôt qui est vraiment centré sur l'humain. L'humain doit être uniquement là où il y a de la valeur ajoutée. Toutes les tâches à non-valeur ajoutée, pousser un chariot, faire des kilomètres par jour en poussant un chariot, ce n'est pas de la valeur ajoutée. Nos clients, ce n'est pas ça qu'ils payent. Ils ne payent pas les kilomètres qu'on fait à pied pour préparer une commande. Eux, ce qu'ils payent, c'est avoir un sac bien rangé, les bons produits, des produits frais. Donc, un entrepôt avec ce type de solutions, des solutions Goods to Man qui nous permettent de préparer rapidement, un entrepôt où on a énormément du coup d'outils autour de cet opérateur qui crée de la valeur. On travaille sur des sujets chez Carrefour de chariots de préparation à assistance électrique, toujours pour aller augmenter l'ergonomie. Et comme je le disais, et je me répète encore, c'est pas grave, un entrepôt où vraiment on utilise l'humain là où il a de la valeur. Choisir des bons fruits et légumes, bien ranger un sac pour qu'il soit présentable, qu'il se pose des questions. Quand je suis préparateur, je prépare une commande, je regarde le sac. Est-ce que ce sac m'est plaisant? Est-ce que si j'étais client chez Carrefour et qu'on me proposait ce sac, eh ben, j'aurais été heureux de le recevoir? Oui, non. Et si la réponse c'est non, eh ben, se dire il faut que je le reprépare ce sac parce qu'il est hyper important pour nous que nos clients soient satisfaits du service qu'on leur propose. Un grand merci, je crois qu'on peut vous applaudir, vous remercier pour tous ces éléments. Mesdames et messieurs, Elias Mechri, directeur de site logistique chez Carrefour. Votre conclusion des conclusions, le tout en 1 minute 10 secondes, Rémi. Peut-être inviter également, j'imagine, nos invités à venir à faire un pas de côté, si je puis dire. Bien sûr, ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Pour rebondir sur ce que disait Elias en conclusion, d'abord, on est tout à fait en ligne. Je dirais que le monde de la distribution, aujourd'hui, il est polarisé autour de 2 grands axes. Il y en a un qui est l'axe prix et un autre qui est un axe service. Et donc, je pense que la logistique de demain, c'est une logistique qui est à la fois énormément autour de la performance. D'accord ? Il faut toujours une supply chain qui soit de plus en plus performante. Et encore une fois, quand on est un groupe comme Carrefour, qui fait c'est compliqué de faire des marges lorsqu'on fait du e-commerce dans le monde de la distribution alimentaire. Donc la supply, elle se doit d'être extrêmement performante. Et l'autre élément, je dirais que c'est un élément de service, de juste à temps, de qualité de préparation et encore une fois, de faire en sorte qu'effectivement, on utilise l'humain
pour faire de la différenciation, pour faire du service à valeur ajoutée, toujours dans le but de fidéliser mon client. Donc je pense que l'entrepôt de demain, c'est un entrepôt qui est extrêmement performant et qui est fournisseur de services à valeur ajoutée. On est parfaitement dans les temps, quoi de plus logique, dans le monde du just-in-time, et c'était qu'avec de l'humain. On peut l'applaudir et le remercier, mesdames et messieurs. Rémi Malchiran, European Vehicle Sales Western Europe, chez Exotech. Pour la suite de la visite, la démonstration, c'est juste à côté. On a eu droit à du live. Maintenant, vous allez voir dans les détails avec les équipes d'Exotech. Plein de belles choses encore à découvrir sur la SITL. Un programme king size de conférence. Moi, je vous retrouve avec mon équipe. Ça vous intéresse au Showroom 360, l'endroit où vous avez 40 innovations qui sont présentées en 90 secondes chrono chacune. Ça vaut le détour. Merci, à très vite pour d'autres temps forts de la SITL. Au revoir.